you pulled out some of the other martial artists, Steven Seagal or Jean-Claude Van Damme. Yeah. The current guys today that are martial arts. David's slowed a little, has he, in his accuracy? Bruce Lee était autrefois une icône admirée par le monde entier. Pourtant, derrière cette auréole se cachait un secret qui faisait craindre à de nombreuses stars de collaborer avec lui. Et pourquoi Chuck Norris, l'ami et le rival le plus célèbre de Bruce, a-t-il gardé le silence pendant des décennies? À l'âge de 85 ans, Chuck Norris a enfin dit la vérité. À ne pas manquer. Un type d'individu très rare. L'entraînement et le conditionnement physique étaient son mode de vie. Et pourquoi les gens évitaient le dragon par peur plutôt qu'à cause de sa réputation? S'engager avec un legend. Au tout début de leur carrière, Chuck Norris et Bruce Lee se sont rencontrés pour la première fois au cours de l'été 1966 dans les cercles très fréquentés mais exclusifs des arts martiaux de haut niveau à Los Angeles. Il semble qu'ils n'auraient pas pu être plus différents l'un de l'autre. Au cours de sa carrière, Norris a déjà remporté un certain nombre de championnats, dont le très convoité titre de champion professionnel de karaté des poids moyens, qu'il remportera pendant 6 années consécutives. Norris était connu pour ses bonnes manières, mais son adversaire féroce. D'un autre côté, Lee était encore en train de naviguer dans les premières étapes de sa percée hollywoodienne, en travaillant comme Kato dans le Green Hornet. En même temps, il construisait tranquillement une tempête qui allait révolutionner la façon dont les gens du monde entier voyaient les arts martiaux. Il ne s'agissait pas d'un affrontement médiatisé, ni d'un événement organisé pour faire du théâtre au moment de son lancement. Il s'agit d'une rencontre organique entre deux esprits destinés à transformer le monde des arts martiaux. C'était bien plus subtil que cela. Les deux individus ont été attirés l'un vers l'autre non pas par un désir de compétition, mais plutôt par une curiosité insatiable et une soif de progrès. Ils se sont rencontrés grâce à des contacts communs dans le monde des arts martiaux. Les deux légendes ont décidé de tester leur puissance en privé plutôt qu'en public. Ils se sont entraînés ensemble, la plupart du temps, pendant un temps considérable, derrière des portes closes, dans des dojos isolés ou même dans la paix et la tranquillité de maisons privées. Il n'y a pas de caméra, pas de public, juste de la sueur. Du silence est une joie commune pour l'activité. Les entraînements ne se limitaient pas à des combats. Il s'agissait de symposiums axés à la fois sur la philosophie et la technique. Cet arsenal de techniques de coups de pied puissants et précis, que l'on trouve rarement dans les systèmes chinois traditionnels, a été apporté par Norris, qui avait ses racines dans le monde organisé du Tang Soo Do et du karaté américain. Ce sont ces coups de pied circulaires qui sont rapides et efficaces, et ces coups de pied latéraux qui sont mortels. Lee, qui a toujours cru qu'il fallait s'adapter aux nouvelles situations et comprendre ce qui était bénéfique dans n'importe quel système, a été attiré par ces tactiques. En réponse, Lee soumet Norris à un maelstrom d'actions fluides et inattendues. Bien que son Jeet Kune Do en soit encore à ses débuts, il est déjà très puissant. Sa philosophie était novatrice. Il interceptait les assauts au lieu d'attendre de les bloquer. Il prenait le chemin le plus direct possible et il frappait non seulement avec ses poings, mais aussi avec son cerveau. La vitesse des mains de Lee était hors du commun. Son jeu de jambes était inattendu et sa capacité à anticiper le prochain mouvement de son adversaire était si proche de la clairvoyance qu'elle s'en rapprochait. Cependant, l'interaction mentale était le facteur le plus important pour déterminer la nature de leur relation. Les contraintes des techniques strictes, la philosophie de la bataille et la psychologie du guerrier sont autant de sujets dont ils débattent pendant des heures. Le concept selon lequel un véritable artiste martial doit s'adapter comme l'eau, en prenant la forme de n'importe quelle tâche et en passant à côté de l'opposition plutôt qu'en l'affrontant de front, était quelque chose que Norris trouvait particulièrement frappant. L'accent mis par Lee sur l'absence de forme a surpris Norris. Cependant, les compétences en matière d'arts martiaux n'étaient pas le seul sujet abordé par ces deux légendes lorsqu'elles étaient seules en privé. À cette époque, Bruce Lee était déjà conscient du fait que Hollywood tentait de le marginaliser. Un grand nombre d'artistes ne répondaient pas à ses offres de participer à des castings, et d'autres acteurs refusaient carrément de collaborer avec lui. Les dirigeants d'Hollywood insistaient pour le placer dans des rôles qui le confineraient dans un espace restreint. Il avait perdu tout espoir d'en faire plus ou de progresser. Mais en Chuck Norris, Bruce Lee a découvert un compagnon digne de confiance, quelqu'un vers qui il pouvait se tourner pour obtenir de l'aide en cas de besoin.
à la fois sur et en dehors de l'écran. Ce n'est pas une compétition qui résulte de leur temps passé ensemble, mais une alchimie. Bien qu'ils soient devenus par la suite des icônes radicalement différentes, leur rencontre en 1966 a été une détonation silencieuse qui a modifié à jamais la trajectoire des arts martiaux en Occident. Ils avaient éveillé quelque chose l'un chez l'autre, et même s'ils allaient par la suite devenir des icônes dans des domaines complètement différents. Par conséquent, lorsque Bruce Lee a décidé de se lancer dans un film qu'il réaliserait et dans lequel il jouerait, il n'a eu aucune réserve quant à l'individu qu'il avait l'intention de choisir comme adversaire. C'est alors que La Voix du Dragon a vu le jour et que le monde a été témoin d'un événement qui allait fondamentalement modifier la façon dont les compétitions d'arts martiaux sont conçues. Plus qu'un simple combat, l'affrontement au Coliseum. En 1972, Bruce Lee et Chuck Norris sont passés du statut de partenaires de combat amicaux à celui de collègues artistiques sur le point d'inscrire leur nom dans les annales du cinéma. La Voix du Dragon, le premier film de Bruce Lee en tant que réalisateur, est le point culminant de ce voyage. Et c'est dans ce film qu'il a pris une décision artistique courageuse. Il mettait Chuck Norris, qui avait remporté 6 fois le championnat du monde de karaté à l'époque, dans le rôle de son principal ennemi au cinéma. Ce n'était autre que l'illustre Colisée romain, un lieu tout aussi dramatique et emblématique que l'affrontement lui-même. Mais c'est là que la frontière entre les faits et la mythologie commence à s'estomper. La scène du Colisée n'a fait l'objet d'aucune autorisation. Ils n'avaient pas le droit de tourner, il n'y avait pas de filet de sécurité, et ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Lee et son équipe ont subrepticement payé des gardes locaux pour qu'ils leur accordent une heure, soit 60 précieuses minutes, pour tourner ce qui allait devenir la plus célèbre séquence de combats d'arts martiaux jamais filmée. Il s'agissait de concrétiser le concept, en raison de l'absence de droit à l'erreur. Et pourtant, quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps a été créé pendant cette opportunité qui a été saisie. Il n'y a eu ni fumée, ni miroir, ni doublure. C'est l'événement réel qui s'est déroulé, tel qu'il apparaît à l'écran. Que la réponse soit oui ou non, c'est toujours la vérité. Le pouvoir au-delà des films. En plus de mettre à l'épreuve leurs limites physiques, ces 2 maîtres de l'art mettent également à l'épreuve leurs compétences narratives. Les longues prises de vue ininterrompues ont démontré leur capacité en temps réel. La rapidité fulgurante de Lee opposée à la force brute de Norris. Le rythme était une danse de souffle, de transpiration et d'agression contrôlée. Un rythme d'opéra, pour ne rien arranger. L'amphithéâtre historique était totalement silencieux, ce qui n'a fait qu'amplifier chaque coup, chaque culbute et chaque coup d'œil. Cependant, outre la physicalité évidente, la chorégraphie avait un poids narratif que l'on ne retrouve pas habituellement dans les films d'action. Il ne s'agissait pas seulement d'une bagarre, mais plutôt d'une collision de théories intellectuelles. Le personnage de Lee incarnait les concepts de fluidité, de flexibilité et de philosophie orientale. Cette religion était l'incarnation de la rigidité, de la tradition et de la puissance pure. Norris était le fondateur de ce culte. Lee a systématiquement modifié la forme de Norris au cours du combat, non seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan idéologique, démontrant ainsi que la flexibilité est plus efficace que la force, et que l'expression de soi est plus efficace que la répétition mécanique. Chuck Norris, quant à lui, a pu quitter le combat avec le sourire, contrairement à la majorité des acteurs qui ont eu la chance de travailler aux côtés de Bruce Lee et qui sont repartis en colère après avoir été vaincus de manière embarrassante. Ce n'est pas seulement le génie technique de la voix du duel du dragon qui lui permet de résister à l'épreuve du temps, c'est aussi son âme. Il ne s'agissait pas d'un spectacle tape à l'œil, mais plutôt d'une méditation sur la bataille dans sa forme la plus élémentaire. Filmé dans un lieu construit pour les sports de sang il y a 2000 ans, il résonne aujourd'hui avec une autre forme de conflit, qui va au-delà de la violence et s'approche de l'art plutôt que de la violence. Pour Bruce Lee, ce combat est bien plus que le dernier d'un film. En plus d'être une déclaration et une œuvre magistrale, c'était aussi l'occasion de combiner le cinéma avec le conflit, la philosophie avec les points, l'héritage avec la légende. Étant Chuck Norris, il a découvert le contrepoint idéal à sa personnalité. Il ne s'agit pas d'un méchant, mais d'un adversaire digne de ce nom. Un individu qui, à l'image du Colisée, a se garder son sang-froid face à la grandeur, même après avoir été vaincu. Déclaration ouverte et honnête d'une légende.
Lorsqu'un combattant de la trempe de Chuck Norris fait un tel aveu, cela n'arrive pas très souvent. Norris a passé des décennies au sommet de la discipline physique, ayant remporté 6 fois le championnat du monde de karaté sans perdre un seul match, ayant été intronisé au panthéon des arts martiaux et étant devenu un héros hollywoodien. Cependant, lorsque le nom de Bruce Lee est prononcé, il y a un changement dans le ton qu'il utilise. Quand il y a moins de compétition, il y a plus de respect. Bruce aurait été capable de me vaincre dans un vrai combat, a déclaré Norris à un moment donné, sa voix restant stable et imperturbable tout au long de la conversation. Cette déclaration a choqué les admirateurs du monde entier, non seulement à cause de la personne qui la prononçait, mais aussi parce qu'elle était en opposition directe avec la bravade typique des légendes d'arts martiaux. Par ailleurs, Norris ne se vantait pas. Ses propos étaient fondés sur son expérience personnelle, à la fin des années 1960, alors qu'ils devenaient tous deux des stars émergentes dans le monde des arts martiaux. Ils s'étaient souvent affrontés. Au début, leurs styles s'opposent comme le jour et la nuit. L'entraînement conventionnel de Norris en Tang Soo Do et en karaté lui avait appris à mettre l'accent sur les coups de pied puissants, le contrôle et la structure. Lee, quant à lui, privilégiait la vitesse et l'improvisation, alors qu'il était encore en train d'établir ce qui allait devenir le Jeet Kune Do. Une tornade de mouvements de mains explosifs et de réflexes rapides qui définent le conditionnement conventionnel. Au début de nos séances d'entraînement, Norris se souvenait que j'étais capable de lui donner des coups de pied. C'était mon domaine d'expertise. Cependant, Bruce n'aurait pas été obligé de gagner le premier tour. Il ne lui restait plus qu'à regarder. Dans tous les sens du terme, Bruce Lee était un étudiant dévoué. Dans chaque séance de combat, il y avait une salle de classe. Les schémas de mouvement étaient analysés, les écarts de temps étaient identifiés, puis les schémas étaient démontés. Par l'utilisation des forces de l'adversaire contre lui, plutôt que par l'utilisation de la force pure. En l'espace de quelques semaines, l'équilibre des forces s'est modifié. Afin d'améliorer ses compétences au combat, Lee a commencé à ajouter les tactiques de Norris. Mais il y a un hic, les coups de pied circulaires qui ont fait la réputation de Norris ont été utilisés par ce dernier pour préparer ses coups, faire des feintes et même des fausses pistes. Les livraisons seraient raccourcies, elles seraient combinées avec des pièges à main, et elles seraient déguisées derrière une vitesse aveuglante. Il les réorganise en conséquence. Cependant, les irrésistibles prouesses physiques de Bruce Lee n'étaient pas la seule chose qui le rendait invincible. En ce qui concerne Norris, ce n'est pas ce qu'il avait en tête. Intelligent, stratégique et concentré sur un seul objectif. Norris a déclaré que Bruce ne s'était pas engagé dans une bagarre pour marquer des points. Il se battait comme si sa vie était en jeu en permanence. C'est cette mentalité. Survivre, dominer et ne jamais hésiter, qui a donné à Lee un avantage que très peu de ses concurrents ont pu maîtriser. Il ne s'est jamais engagé dans un combat avec vous. Il luttait contre tout ce qui se trouvait sur son chemin vers le triomphe. Effrayé, malaise, idols. Dès que Bruce passait en mode combat, tout disparaissait. Et contrairement à la majorité des combattants, il ne s'appuyait pas sur des routines. Il n'y avait ni plan ni guide. Au bout d'un certain temps, il est devenu boxeur, puis escrimeur. Ensuite, c'est un bagarreur de rue qui est apparu. La facilité avec laquelle il combinait plusieurs styles et croyances faisait de lui un individu effroyablement imprévisible. Dans une déclaration ultérieure, Norris dira que c'est comme essayer de rivaliser avec un fantôme qui a 10 pas d'avance sur vous. Bien que la question du vainqueur soit hypothétique, il n'y a jamais eu de véritable compétition entre les deux. Malgré cela, ils avaient une profonde estime l'un pour l'autre. La Voix du Dragon est un classique du cinéma qui comprend l'une des scènes de combat les plus légendaires de l'histoire du cinéma. Norris a joué le rôle de l'intérêt romantique de Lee dans le film. Le Retour du Dragon, considéré comme l'un des meilleurs films de Bruce Lee, vous inclut. Il s'agit d'une scène de combat connue et reconnue. Le film a été tourné au Colisée de Rome. Rien de moins. Pourtant, Bruce Lee n'a jamais pu profiter des résultats de ses efforts, malgré la célébrité et la richesse qu'il a acquise. Les passionnés d'arts martiaux d'aujourd'hui feraient n'importe quoi pour pouvoir se mesurer au dragon sur un ring. D'autre part, à l'époque, les artistes refusaient régulièrement de travailler avec lui, ce qui a sapé son autorité à Hollywood et l'a poussé dans le coin des doublures qui ont été cataloguées. Même si Bruce Lee était sur le point de devenir une légende,
de nombreuses personnes ont choisi de ne pas se connecter avec lui. Chuck Norris allait finalement apporter une réponse à ce sujet brûlant une fois pour toutes, mais des décennies après la mort de Lee. Pourquoi Hollywood le craignait? Une tendance particulière s'est développée à Hollywood, en dépit du fait que Bruce Lee était un cinéaste brillant, qu'il avait une présence charismatique à l'écran et qu'il était un pratiquant d'arts martiaux révolutionnaires. Un grand nombre d'artistes, y compris des célébrités, ont refusé catégoriquement de collaborer avec lui. Pour les non-initiés, il peut s'agir d'un problème de calendrier, voire d'une différence d'approche créative. D'un autre côté, les personnes qui connaissent bien les rouages d'Hollywood murmurent une vérité plus troublante. Au-delà de ses performances, Bruce Lee possédait une présence incomparable. Sur le plateau, il ne se contente pas de jouer, il dégage une impression de maîtrise. Sa présence n'obligeait pas à être remarquée, il le méritait. Ce n'était pas le type d'assurance artificielle que Hollywood récompense si souvent. C'était plutôt la tranquillité de quelqu'un qui s'est entraîné, a saigné et s'est poussé au-delà des limites de ce qui est considéré comme raisonnable pour un être humain. Parce qu'il était authentique, ils étaient remplis de crainte. Bruce Lee était incontestablement authentique, même dans un domaine fondé sur le concept d'illusion. Au lieu d'être répété, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards et chacune de ses phrases provenait d'une expérience profonde et vécue. C'est lui qui s'est battu. Et c'est effrayant pour des artistes qui ont fait leur vie en prétendant être complètement quelqu'un d'autre. La qualité dont il a fait preuve n'a pas seulement éclipsé les autres, elle les a aussi mis en lumière. Il y a eu des licenciements murmurés lors de fêtes ou sur des backlots qui se sont déroulés derrière des portes closes. Et il y a eu des murmures étouffés qui ont été entendus derrière des portes closes. Pour sa part, Norris a déclaré « J'ai entendu des gens dire qu'il était un imposteur. Néanmoins, le fait est que ces déclarations ont été faites par le mauvais groupe de personnes. » Norris a déclaré que de tels murmures n'avaient jamais été émis par quiconque s'était entraîné avec Lee, s'était entraîné avec lui, ou s'était trouvé face à face avec lui dans un studio ou un dojo. Norris a déclaré que Lee n'avait jamais permis à quiconque de lui enseigner. Pas du tout. Ces personnes ne chuchotaient pas. Il était tenu en haute estime. Même ceux qui ne l'appréciaient pas étaient terrifiés par lui. Les sceptiques choisissaient de rester à l'écart, jetant des pierres à distance, car ils hésitaient à mettre leurs doutes à l'épreuve du ring. La réalité crue que Bruce Lee représentait mettait beaucoup de gens mal à l'aise. Il n'avait pas besoin de doublure pour les cascades. Pour paraître rapide, il n'avait pas besoin de ralentir. Il était capable de voler sans avoir besoin de câbles. Déjà, son corps, son intellect et son âme fonctionnaient à un niveau que la majorité des gens ne pouvaient même pas commencer à imiter, et encore moins égaler. Il devient alors une menace pour l'industrie hollywoodienne. Ce n'est pas parce qu'il est belliqueux ou hautain, mais plutôt parce qu'il est incontestable. Sans même faire d'effort, il a déstabilisé le système. Le simple fait qu'il existe est un écart par rapport à la norme. Son authenticité représentait le plus grand danger pour les personnes peu sûres d'elles et pour celles qui avaient bâti leurs empires sur les apparences. Dans un monde régi par l'illusion, le fait qu'il soit la personnification de la réalité était ce qu'il y avait de plus effrayant en lui. Bruce Lee a laissé une marque indélébile non seulement sur le monde d'Hollywood, mais aussi sur les fondements des arts martiaux eux-mêmes, à une époque où beaucoup s'accrochaient aux traditions et aux formes rigides, transmises de génération en génération. Bruce Lee a courageusement rejeté cette rigidité. Pour lui, la tradition est un défaut, surtout lorsqu'elle est élevée au rang de dogme. C'est ainsi qu'il est parvenu à créer quelque chose de tout à fait unique. Il s'agit du Jeet Kune Do, une méthode de poing utilisée pour intercepter. Ce n'était pas seulement une mode, c'était aussi une philosophie, une révolte et un modèle pour la progression des choses. Le Jeet Kune Do de Lee était fluide, sensible et vivant, contrairement à d'autres systèmes d'arts martiaux limités par la forme et le formalisme. La boxe, l'escrime, le judo et même les bagarres de rue font partie des sports qui lui ont permis d'acquérir des compétences. S'il était couronné de succès, il restait en place. S'il ne l'était pas, quel que soit son âge ou l'estime qu'on lui portait, il était mis au rebut. Ce point de vue hérétique a entraîné un changement fondamental dans le domaine des arts martiaux traditionnels. Les puristes se sont montrés furieux. Ils l'ont qualifié de briseur de règles, de renégat et d'individu grossier. Cependant, Bruce ne cherchait pas à manquer de respect à leurs coutumes, mais plutôt à les dépasser.
Chuck Norris, qui était l'un des rares contemporains dignes de Lee, a largement contribué à ce processus de progrès. Il a enseigné à Bruce des techniques avancées de coups de pied haut, qui n'étaient pas mises en avant dans la forme de base du Wing Chun de Lee, qui donnait la priorité aux combats rapprochés et aux coups de pied bas. C'est lui qui a initié Bruce à ces méthodes. Cependant, Bruce, toujours aussi éponge, a été capable de saisir les méthodes en un temps record et de les modifier avec un degré de précision effrayant. Ce fut un moment décisif. Il a démontré que l'idéologie de Lee est fondée sur un fait fondamental. Lorsque la recherche de la vérité est l'objectif, il n'y a pas de hiérarchie des connaissances. L'origine de la méthode lui importe peu. Il se préoccupait simplement de savoir si elle fonctionnait, c'est-à-dire si elle pouvait mettre fin à un conflit de manière opportune et efficace. En d'autres termes, le Jeet Kune Do n'est pas une forme d'art martial qui a été rejetée. C'est sa progression dans le temps qui a été déterminante. La stratégie utilisée par Lee a anticipé l'avènement des arts martiaux mixtes, contemporains des décennies, avant qu'ils ne deviennent un phénomène observé dans le monde entier. Alors que d'autres personnes débattaient de l'ascendance de leurs ancêtres, Bruce développait un style adapté au monde actuel. Adaptable, instinctif, dévastateur. Cependant, ce concept avant-gardiste se heurte à l'opposition des gardiens des arts martiaux conventionnels et de l'industrie cinématographique hollywoodienne. En outre, il enfreignait leurs règlements. Il révélait les restrictions qu'ils avaient, ces critiques qui ne s'engagent dans aucun conflit. Malgré l'admiration qu'il suscite dans les coulisses, Bruce Lee n'est pas étranger à la critique. Des critiques virulentes et cinglantes qui s'adressent avant tout à des personnes qui ne l'ont jamais rencontré. Star de cinéma. Technicien flamboyant plus soucieux d'affichage que de contenu. Il le considère comme une simple célébrité. Certains ont même affirmé qu'il était un escroc. Quelqu'un qui organise ses batailles pour les rendre spectaculaires, mais qui évite le combat réel. Mais l'ironie est à la fois terrible et éclairante. Aucun de ses détracteurs n'a jamais pris l'initiative de s'exprimer. Personne n'osait s'engager dans le combat. Chuck Norris, qui était considéré comme l'un des collègues les plus respectés de Bruce, a simplement dit un jour que les personnes qui critiquaient Bruce étaient invariablement celles qui ne s'étaient jamais battues avec lui. Les vrais guerriers étaient conscients de ce fait. Joe Louis, l'un des champions de karaté full contact les plus redoutés des États-Unis, a été formé par Bruce. Louis a reconnu Bruce comme étant celui qui lui a permis d'atteindre un nouveau niveau de conscience dans son approche du combat. Louis avait déjà atteint un haut niveau de réussite. Cependant, grâce à Bruce, il est devenu chirurgical. Les concepts d'angle, de rythme et de tromperie ont commencé à prendre un sens pour lui. Il ne s'agit pas simplement de frapper ou de donner des coups de pied avec plus de force. Il est essentiel de repérer le souffle de l'adversaire et de prédire son prochain mouvement en observant le moindre frémissement de son épaule. Mike Stone, un autre poids lourd du circuit compétitif, a admis un jour que le point de vue de Bruce sur les arts martiaux avait modifié toute sa vision du monde. Lorsqu'il s'agit de se battre, Lee insiste sur le fait qu'il n'y a pas de règles prédéterminées. Il n'y a pas de karaté. Il n'y a pas de boxe, pas à une mode particulière. Il pensait que la mort de l'efficacité était le résultat de l'attachement à la tradition au détriment du changement. C'est la raison pour laquelle il était si dangereux, en plus de sa vitesse. Pas seulement ses prouesses physiques, ses pensées. Cependant, quelqu'un dont l'esprit a remis en question les fondements de l'orthodoxie martiale. Bruce Lee n'a jamais eu besoin de s'affirmer par des prix ou des ceintures. Sa démonstration était dans sa façon de bouger, sa précision. Parce que les combattants entraînés devenaient immobiles lorsqu'il était dans les parages. Comme l'eau, il se déplace. En effet, quand l'eau est soumise à une pression, elle a une fonction. Bruce était capable de garder le contrôle de la situation, qu'il s'agisse d'une ruelle isolée, d'un modeste dojo ou d'un plateau de tournage très fréquenté. Dans tous les cas, devant la caméra, il était magnifique. Loin de la caméra, il était incontestable. Tous les critiques s'expriment. Cependant, les guerriers étaient au courant. De plus, même si un grand nombre d'artistes ont refusé de collaborer avec le dragon, ceux qui connaissaient intimement Bruce Lee feraient n'importe quoi pour tourner avec lui. Ainsi, lorsque Lee proposa à Chuck Norris de jouer le rôle de son ennemi juré dans son film, Norris accepta le travail sans même y réfléchir. De plus, comme le dit l'adage, le reste appartient à l'histoire. L'héritage de l'amitié. L'héritage qu'ils ont créé ensemble. La voix du dragon n'était en aucun cas destinée à changer le monde.
Du moins, pas au début. Il s'agissait d'un projet auquel Bruce Lee tenait beaucoup. Quelque chose de privé, destiné spécifiquement au public asiatique. De plus, le film a été tourné à Rome avec un budget très limité. D'un autre côté, le destin avait des idées plus ambitieuses. Le film, qui a commencé comme un film d'arts martiaux de niche, est devenu un phénomène qui est vu dans le monde entier. Et bien que les chorégraphies de combat tapent à l'œil et les décors exotiques européens aient réussi à capter l'intérêt du public, c'est quelque chose de plus fondamental qui leur a permis de continuer à regarder. Une chose qui n'est pas mentionnée. La connexion électrique qui existait entre deux titans était le problème. Il y avait Chuck Norris et Bruce Lee. Sur le papier, ils s'opposent. Le philosophe guerrier iconoclaste de Hong Kong a été baptisé Bruce. Il se déplace d'une manière à la fois fluide et philosophique. Chuck est le modèle de maîtrise de soi et de discipline du karaté américain. Il frappe avec une approche cohérente et mécanique. En revanche, lorsqu'ils sont montés sur la vieille scène romaine pour leur célèbre affrontement dans le Colisée, ils n'ont pas seulement joué une scène de combat, ils ont perpétué un moment. Ils se sont déplacés avec un respect mutuel dans chacun de leurs pas. Une discussion s'engage à chaque fois, sans trace d'hostilité. Chaque pose est une démonstration d'adoration. Il s'agissait plus d'une danse que d'une guerre, pour le dire autrement. Une illustration extraordinaire de la façon dont les arts martiaux peuvent être à la fois dévastateurs et magnifiques. Il existait entre eux une coulisse, un lien plus fort que ce que l'on voit sur la pellicule. Suite au casting de Chuck Norris, Bruce Lee était certain qu'il ne refuserait pas de collaborer avec lui, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres stars hollywoodiennes. Norris était conscient de la force, de l'inventivité et de la puissance de Lee, et il a agi d'une manière qui reflétait cette compréhension. Il a apporté avec lui des décennies d'expertise dans l'arène compétitive, un état d'esprit de champion et un enthousiasme pour apprendre de la vision de Lee pour le cinéma et l'industrie cinématographique. Le lien qui les unissait, fondé sur la sueur, le combat et une idéologie commune, était l'un des rares à Hollywood à ne pas être influencé par l'ego. Ces deux-là ne se contentaient pas de planifier un combat ensemble. C'est un mouvement qu'ils ont chorégraphié. La Voix du Dragon est plus qu'un simple film. C'était un lieu d'entrée. Cet événement a fait passer les arts martiaux de l'ombre des dojos et des salles spécialisées à la lumière éclatante du paysage cinématographique mondial. Grâce à son charme débridé et à ses idées avant-gardistes, Bruce Lee a pu ouvrir cette porte. L'une des personnes qui a contribué à son maintien est Chuck Norris, qui a introduit la discipline dans la région occidentale et inspiré des générations entières par sa détermination inébranlable et sa force stoïque. Le nombre de billets vendus ou de prix remportés n'est pas une mesure de leur héritage. Une façon de l'évaluer est de compter le nombre d'enfants qui, après avoir vu le film, ont porté une ceinture noire autour de la taille. Le phénomène peut être observé dans n'importe quel film d'action contemporain qui ose rendre les batailles lyriques plutôt que chaotiques. La vénération sereine que tout artiste martial éprouve pour ce moment où deux légendes se rencontrent non pas en tant qu'adversaires, mais en tant qu'égaux, est une manifestation de ce sentiment. Le dernier mot de Chuck à propos de Bruce Lee, Chuck Norris, qui a aujourd'hui 85 ans, rompt enfin son silence après des décennies d'immobilisme calculé, permettant au monde de parler à voix basse et de se livrer à des spéculations. Il explique pourquoi les acteurs ont refusé de travailler avec Bruce Lee, et ce qu'il a dit n'a pas seulement eu des répercussions dans la communauté des arts martiaux. Outre l'onde de choc qu'elle a provoquée à Hollywood, elle a également bouleversé l'histoire et les émotions de tous ceux qui se sont un jour demandé ce que c'était que de se tenir à côté d'un grand homme. Ce n'est pas une phrase qui n'a pas coûté cher. Cela n'a pas attiré beaucoup d'attention. Pendant de nombreuses années, il s'agissait d'une réalité qui couvait juste sous la surface. Une réalité qui, jusqu'à présent, était trop lourde pour être exprimée. Les acteurs n'ont pas refusé l'opportunité de travailler avec Bruce Lee en raison de sa nature exigeante. Ce n'est pas par ego ou par vanité qu'ils n'ont pas réussi à l'approcher. La réalité était bien plus impressionnante et incomparablement plus humble. Comme ils ne pouvaient pas suivre, ils ont décliné l'offre. La simple présence de Bruce Lee sur un plateau de tournage n'a pas seulement attiré l'attention, elle a aussi provoqué des remous. Des illusions ont ainsi été détruites. Son talent, sa maîtrise de soi et sa détermination à toute épreuve. Leur performance n'avait rien de théâtral. En réalité,
ils ont existé. Pass Intangible, le redoutable. Être près de Bruce Lee, c'est comme être en présence d'une flamme, charmante, envoûtante. Mais si vous n'avez pas été forgé dans le même feu, vous pouvez être en danger. C'est lui qui a mis en lumière la faiblesse de la façade. Le genre de vérité qui fait trembler les hommes, non pas parce qu'ils en ont peur, mais parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils se trouvent à côté de quelque chose qui les dépasse. Selon Chuck, il n'a pas seulement pratiqué des arts martiaux. Il était doué pour les arts martiaux. Il n'a pas agi. C'était sa vie. Inspirez-la. Et quand vous avez été témoin de cela en personne, soit vous avez relevé le défi de front, soit vous avez fui les lieux. Il n'y a aucune trace de jalousie dans le discours de Chuck Norris. Il n'y a aucune trace de tristesse dans sa voix. Il parle comme l'une des rares personnes à avoir pu affronter Bruce Lee et à être encore en vie pour en garder le souvenir. Ceci est fait avec respect, sans ambiguïté, pour tout ce qui est proche de l'amour. Vous souvenez-vous d'avoir rencontré quelqu'un de si doué que sa simple présence a modifié la façon dont vous vous perceviez? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les